Bonjour à tous et bienvenue à cette première séance de notre cours d'hydraulique et pneumatique industrielle. Là, on sous-entend les industries et ces industries sont plus basées sur le process. Ça veut dire les sociétés, les industries qui ont des procédés de traitement tels que les industries pétrolières, gazières, où il y a des traitements dans l'exploitation du pétrole brut, des raffineries et de traitement de produits chimiques, pourquoi pas, en grande quantité, bien sûr, en quantité industrielle. Donc, ce cours vous aide à maîtriser beaucoup de choses qui sont vraiment en détail et vous aide à votre formation d'ingénieur. Voilà. Sans plus tarder, nous allons passer directement à la présentation du contenu, entre autres la table de matière de ce cours. Au départ, c'est comme une partie 0, mais je nomme 0. Nous allons voir l'introduction. L'introduction, on verra les objectifs de ce cours, on verra les principes élémentaires des systèmes pneumatiques, on verra à propos de l'air, des gaz comprimés élémentaires, on verra des connaissances des bases importantes sur l'air et le gaz. On verra le principe élémentaire de l'hydraulique. Et les principes élémentaires, dans les principes élémentaires de l'hydraulique, nous verrons les constitutions d'un système hydraulique. Qu'est-ce qui constitue un système hydraulique? Et puis, on verra des types de circuits. Il y a combien de types de circuits? On verra ouvert et fermé et quelles sont leurs particularités pour un circuit ouvert, pour un circuit fermé. On verra certains rappels de quelques notions importantes. Ça, c'est important. Donc, quelques notions importantes, ce sont des notions importantes qui, là, un ingénieur qui est censé gérer un process ou qui est censé modifier un process ou qui est censé faire un projet de modification ou un projet de réparation ou qui doit comprendre le process, doit maîtriser quelques notions importantes, bien sûr, de la mécanique des fluides. Nous avons par exemple, le premier point, nous avons les débits et puissances dans une conduite. Un bon ingénieur doit avoir ces notions pendant qu'il est en train de visualiser son process. Et nous avons au deuxième point, nous avons les effets, par exemple, des viscosités et des pertes de charge. Nous avons, par exemple, les lois principales, très importantes. Ces lois qui sont des lois, par exemple, là, nous verrons des lois sur les gaz, par exemple, les lois des gaz parfaits, les lois sur le fluide, les lois de Pascal. Il y a différentes lois importantes, par exemple, l'équation des Bernoulli, par exemple, ce sont des principes, ce sont des notions très importantes que tout ingénieur doit avoir en tête pendant qu'il est en train de visualiser son projet, de visualiser son process. Il sait que, par exemple, si le débit entrant est égal au débit sortant, et un ingénieur, malgré les pertes de charge, malgré tout, il doit être à mesure de voir que le débit entrant n'est pas égal au débit sortant. Donc, il y a un problème dans la conduite. Il y a par exemple des fuites. Parce que, quel que soit l'état de la conduite ou de la canalisation, les débits entrants doivent être égaux au débit sortant. C'est une loi. Bon. Égal, oui, bien sûr, il y a certaines modifications qui viennent par rapport à la masse volumique. Bon, on va pas en parler, on passe. Et on va voir aussi la première partie qui sera les composants hydrauliques et pneumatiques. Ça, directement, nous sommes en train de dépiécer un système hydraulique industriel, bien sûr, ou pneumatique industriel. Chapitre 1, au chapitre 1, on verra les réservoirs et les tanks de stockage.
Ça veut dire là, on est déjà dans l'industrie, on voit les réservoirs, on voit les tanks de stockage. On voit un réservoir, on commence par un petit réservoir, on voit les parties de ce réservoir. Chaque partie du réservoir, on voit dans un petit réservoir le reniflard, l'indicateur de niveau de fluide, très important. On voit la plaque déflecteur, très important. Les crépines, très important. Les bouchons de vidange, très important, qu'on doit savoir, qu'on doit connaître, et le rôle, et pourquoi on les met. Voilà, oups. Désolé. Voilà, on voit les plaques de nettoyage. Et au point 3, on voit les tanks de stockage. Dans le tank de stockage, on voit le stockage du pétrole brut. Comment on stocke le pétrole brut? On verra de définition du parc de stockage. Les parcs de stockage, comme communément appelé tank farm en anglais. Par exemple, on a des tank farm à terre où on stocke toute la production. On a des parcs de stockage, par exemple, dans des terminaux où on a beaucoup de réservoirs, et on va voir ça. On verra les différents types de réservoirs. On verra les caractéristiques générales du réservoir. C'est-à-dire que là, on voit les caractéristiques générales du réservoir. Et puis on verra un autre point, les arrêts de flamme. On verra son rôle, on verra où on les met, pourquoi. Au chapitre 2, nous verrons les séparateurs. Très important dans toute industrie de traitement, séparateur. Et dans les séparateurs, c'est déjà un traitement physique qui se passe là-bas. Et on a plusieurs séparateurs. Là, je serai un peu trop proche de l'industrie pétrolière parce que c'est un domaine où je m'y connais bien. On a l'introduction, on a les différents types de séparateurs. Séparateur vertical, on a séparateur horizontal, séparateur sphérique, centrifuge. On a quelques capacités de traitement. Là, je pars un peu dans le traitement, mais je suis toujours presque dans le pétrole parce que les autres traitements, je me réserve. On a le moussage, on a le dessalage, on a les appareils de réchauffage. C'est important, on verra plusieurs formes de séparateurs dans ces points. Au chapitre 3, tel que ici par exemple aux appareils de réchauffage, on verra par exemple les heaters, treateurs. Ça fait un traitement avec en chauffant. On verra les parties, on verra comment ça fonctionne. Donc on va dépiécer l'unité en question. Donc voilà un peu. Au chapitre 3, on verra les filtres et les crépines. On verra d'abord les crépines, puis on verra les filtres. Il y a plusieurs sortes de filtres et chaque filtre a sa façon de fonctionner et ses différents rôles. On verra maintenant au chapitre 4, très important, les canalisations. On verra sur les généralités, choix des canalisations, type de canalisation. Tuyauterie, on verra tube, on verra flexible, on verra les boyaux, on verra les joints de raccord, parce que tout ça, ce sont des canalisations. Des tuyaux, des tubes, on peut utiliser des tubes, on peut utiliser des flexibles, on peut utiliser des boyaux. On verra maintenant différentes sortes, tout ça, on verra. On verra les joints. À quoi sert un joint? Où on met un joint? Pourquoi on le met? On verra les raccords. Comment raccorder des canalisations? Bien sûr, on verra des raccords purement pratiques, techniques, bien sûr. Et les branchements. On verra les recommandations pour le montage des raccords. Comment on peut raccorder? On voit le râle des raccords. Les différentes méthodes d'assemblage. Ok? On verra les brides. Bien sûr, on peut sortir ingénieur, on n'a jamais vu des brides, mais on va rencontrer ça parfois en pratique. Mais il serait mieux qu'on vous parle des brides, parce qu'il y a un bon ingénieur, un ingénieur de projet doit savoir
les brides, quand il fait son projet, il sait déjà que non, j'aurai autant de pression dans cette ligne. Alors, la bride doit avoir telle classe, telle bride. Il y a différentes brides. Et par rapport à la pression, on a des brides, par exemple, 3 pouces, ça 50, 3 pouces, 300. Et directement, les joints suivent. Les nombres des boulons ou des écrous suivent. Les boulons, le nombre, ça suit par rapport à la pression. Tout ça, il faut connaître. On aura les joints d'étanchéité. Les joints qui sont placés pour assurer l'étanchéité. On aura différentes sortes. Joints tendres, métalliques, métallo, plastiques. Et on aura l'utilisation des joints. Au chapitre 5, on aura la robinetterie. Ça, c'est important. Où nous verrons les obturateurs et les distributeurs. Pour les obturateurs, on pourra par exemple les robinets. Quand on parle de robinet, on parle de vannes, oui, bien sûr. Parce qu'en termes industriels, ce n'est pas le mot robinet qu'on utilise, c'est vannes qu'on utilise. On verra plusieurs sortes de vannes. Les vannes qui sont d'usables, les vannes qui ne peuvent pas être utilisées pour des canalisations d'usables. On verra des vannes qui ont une grande étanchéité. On verra de différentes sortes de vannes avec l'air sorte et bien sûr l'air caractéristique. On verra les clapets. On a plusieurs types de clapets. On verra des clapets bâtons, des clapets double bâton. Donc il y a beaucoup de clapets. On verra avec des images. On va détailler. On verra des distributeurs. Là, c'est aussi important et très important. Bien que les distributeurs sont rarement utilisés dans les industries pétrolières, bon, à quoi je sache, ça dépend, mais c'est rarement utilisé dans les grandes industries, à moins que ça soit un peu avec des petites pressions, des histoires comme ça. Mais quand on a de grandes pressions, les distributeurs, parfois, on préfère les vannes, on faut faire un circuit qu'on peut voir. Mais quand même, on va parler des distributeurs. Il y a plusieurs sortes de distributeurs selon les schémas et différents des distributeurs 3D, des distributeurs 4D, 5D. Donc, on verra plusieurs distributeurs et on verra comment les utiliser, comment faire un circuit pneumatique ou hydraulique avec des distributeurs et comment distribuer. Quels sont, tout ça on verra dans les distributeurs. Et on verra les obturateurs d'isolement comme des platines par exemple, autrement appelé queue de poêle. Donc on utilise ça très souvent pour isoler. On met entre les brides par exemple. Donc ça c'est important. On verra les instruments de contrôle de pression. Ouais, ça on n'est plus dans les obturateurs, on est maintenant, je m'excuse, dans les instruments de contrôle de pression, c'est-à-dire les concepts de pression d'abord. On doit voir les concepts de pression parce qu'on cherche à contrôler la pression. On doit comprendre la pression absolue et la pression relative. Le manomètre, il y a des manomètres qui te donnent une mesure de la pression absolue, d'autres te donnent une mesure de la pression relative. Donc on doit en parler. On doit savoir les accumulateurs. Quand, par exemple, pour éviter, on veut éviter les coups de bélier, on a les accumulateurs. Par exemple, on verra les rôles, on verra différents accumulateurs. On verra de PSV, Pressure Security Valve. Ce sont des soupapes de sécurité. Pour éviter, par exemple, qu'un séparateur, pouf, s'éclate. On doit contrôler la pression, on doit maîtriser cette pression-là avec des PSV, par exemple. On verra comment ça fonctionne. On a des disques de rupture. Ça aussi, ce sont des disques qui jouent un peu le rôle des PSV, mais attention, les disques de rupture, dès que ça se rompt, il faut changer. Mais la PSV s'ouvre et puis ça se referme dès que la pression est au niveau de la pression d'étarage. On a des limiteurs de pression. On veut limiter la pression. Il faut voir. On verra
ces instruments-là qui limitent la pression, qui régulent la pression, les régulateurs de pression. On verra des valves de séquence. On verra les instruments de contrôle des débits cette fois-ci. On cherche à contrôler les débits. Là, on verra par exemple les réducteurs de débit unidirectionnels, RDU. Ça veut dire à une voie. On verra à 2 voies et à 3 voies. Là, on quitte la robinetterie. On vient maintenant au comptage. On cherche à compter. On a les généralités. On a des généralités telles que destination de la mesure, évolution des comptages. Après, nous verrons des compteurs. Il n'y a pas à chercher à gauche ou à droite. On a 2 sortes. 2 grandes sortes. Les compteurs volumétriques et les compteurs débimétriques. Volumétrique, chambre mesureuse. Débimétrique, là, c'est la vitesse. Voilà, et puis on verra les bancs des comptages. Et là, au niveau des compteurs, on verra différents types de compteurs, parce qu'il y en a plusieurs. Il y a des compteurs turbines, par exemple chez débimétrique. Il y a des compteurs, par exemple, des compteurs Coriolis. Il y a plusieurs compteurs, on verra ensemble. Il y a les bancs de comptage. Étalonnage d'un compteur, on doit savoir comment étalonner un compteur. Il y a des méthodes. On a des descriptions de on va décrire quelques débitmètres, comme je venais de dire. Il y a des compteurs volumétriques, des compteurs à turbine, des compteurs à effet Coriolis, des compteurs à effet vortex, des débitmètres électromagnétiques. On a les compteurs liquides par orifice des primogènes, tels que par exemple à orifice très souvent utilisé par exemple pour les gaz, où on mesure les pressions différenciées. C'est un peu comme celui-ci, le comptage des gaz par débitmètre à pression différentielle. On prend la pression en amont et en aval, on trouve les delta P, on sait avec certains coefficients, on connaît combien de gaz passe par cette canalisation. Après, on passera aux pompes et aux compresseurs. Le pompe et les compresseurs, c'est le chapitre 7. On verra les pompes. On verra les pompes centrifuges, les pompes volumétriques. Là aussi, on a 2. Mais il y a deux autres petites pompes, les petits compresseurs. Là, on verra à l'intérieur, ici, à l'intérieur là-bas. Les compresseurs aussi, il y a des classifications de compresseurs. Il y a les problèmes de pompage des compresseurs. On verra comment gérer ces problèmes. On a les échangeurs thermiques. C'est important. Ça, c'est l'industrie. Là, on est dans une usine. Et on a par exemple, dans une chambre ou dans un circuit où il y a des compresseurs, où il y a des pompes. Bon, prenons des compresseurs, par exemple. Où il y a des compresseurs, où il y a des turbines, par exemple. Et, vous remarquez que la chaleur est en train de grimper. Normalement, on doit maîtriser cette chaleur. Il y a des échangeurs thermiques. Il y a le radiateur refroidi par ventilation et ailette. Il y a des tubes à ailette. Ce sont des échangeurs thermiques. Il y a des enveloppes et tubes. Un échangeur à plaque. On verra tous ces échangeurs-là un peu plus en détail. Les échangeurs à faisceau et calandre. Les échangeurs à plaque tubulaire fixe. Les échangeurs à tête flottante. Par exemple, les échangeurs à tube en U. On a par exemple les définitions fondamentales. Les échangeurs type Kettler. Les aéroréfrigérants et les aérocondenseurs. Voilà, on a plusieurs échangeurs thermiques qu'on verra. Bien sûr, on les verra de façon un peu plus claire, pas trop volumineux, mais on les verra bien. On verra bien pour ceux qui seront fidèles jusqu'à atteindre le chapitre 8. Voilà, et le chapitre 9
nous avons des groupes de conditionnement pneumatique. Un circuit pneumatique, par exemple. Là, je vais parler des circuits pneumatiques de la façon dont moi je le prends dans mon cours. Prenons par exemple l'air instrument dans une industrie. On a des vannes qui fonctionnent avec l'air instrument, des vannes automatiques. Il faut un circuit, il faut un process d'air comprimé par exemple. Et cet air comprimé ne sera pas envoyé directement dans des vannes comme ça. Cet air comprimé doit passer par des traitements. Ça doit passer par des séparateurs pour qu'on puisse recueillir le condensat. Et ça doit passer par ces groupes de conditionnement. Donc on doit conditionner cet air. Ça ne peut pas venir comme ça et pouf, ça peut détruire les histoires. Donc ça doit passer par un groupe de conditionnement. C'est ce que je propose là comme chapitre 9, où on aura présentation générale, installation, maintenance, et puis hop, le filtre avec séparateur d'eau, les régulateurs de pression, les lubrificateurs. Donc ça c'est le FRL qui joue le rôle dans les FRL, qui est notre groupe de conditionnement. On verra ça ensemble. Très important pour un circuit pneumatique, et on verra vraiment comment ça se passe dans un filtre, dans un régulateur et dans un lubrificateur. Et on verra l'implantation des filtres dans un réseau d'air comprimé. Cas d'association plus courant. Chapitre 10, on a les actionneurs. Là, c'est vraiment pour ceux qui veulent aller plus loin, faire un robot, faire par exemple ceux qui veulent comprendre un peu de la mécanique. À partir de ces cours, il y a un chapitre 10 qui sera un peu pas trop industriel dans le sens des industries pétrolières, ou je sais moi. Mais les actionnaires, c'est quand même très important de le mettre, où on verra les vérins. On verra les vérins simple effet, à double effet, à amortissement, à fin de course. Et puis le vérin tandem, le vérin sans tige, caractéristiques des vérins, moteur. Donc le vérin, c'est un actionneur, ok? Je mets entre parenthèses pour expliquer un peu de ce que je voulais pas. C'est un actionnaire en translation, c'est-à-dire je vais actionner un mouvement de translation. Par exemple, je vais faire sortir une flèche d'une grille, par exemple. Alors la flèche d'une grille, ça sort en translation, donc ça avance. Mais le moteur, c'est un actionneur. Moi, je veux par exemple faire tourner quelque chose. Alors j'utilise le moteur pour faire tourner, par exemple, ma machine. C'est la machine que je suis en train de concevoir. Alors je veux faire tourner. Là, on va prendre un moteur. Je peux l'actionner par l'hydraulique, comme par la pneumatique, mais aussi les électriques et les mécaniques. Par exemple, les moteurs à combustion. Tout ça, ce sont des moteurs. Mais l'essentiel est que un moteur nous donne à la base un mouvement de rotation. Et un vérin nous donne un mouvement de translation. Quand on initie les deux mouvements, je ne sais pas si tu vas ajouter un autre mouvement qui sort de la translation et de la rotation. Même si tu me parles de l'hélicoïdal, c'est toujours la rotation et la translation combinées. Donc, à moins que tu ailles plus loin. Voilà. Mais moi, je propose le vérin et le moteur dans mon chapitre 10. Et là, moteur hydraulique, moteur à piston, moteur à palette, à engrenage, moteur à turbine et moteur oscillant. Chapitre 11, nous avons ça. Maintenant, on parle de la schématisation. Le schéma. Donc, on veut symboliser. Quand on est en train de concevoir un projet, on doit forcément dessiner ces projets. On
ne peut pas parler du projet en tête comme ça n'a pas de sens. Il faut dessiner le projet. Donc on dessine le projet avec les symboles. Les symboles hydrauliques, pneumatiques et symbolisation PID. La symbolisation hydraulique et pneumatique, c'est standard. Mais PID, ça veut dire Process Instrumentation Diagram. Autrement PFD, Process Flow Diagram. Donc ça, c'est une symbolisation importante pour les ingénieurs dans le domaine, très souvent dans le domaine de process. Les ingénieurs de process, projet. Donc on verra des symboles qui parlent par exemple comment symboliser un clapet, une pompe centrifuge, une pompe volumétrique, par exemple un échangeur, les symboles. Donc on doit savoir les symboles, tous ces symboles-là, pour présenter un circuit, un process ou bien un projet, n'importe lequel. Voilà, on a le schéma, on a l'utilité, on a la présentation du schéma, on a la présentation schématique, on a le but dans la présentation schématique, on a les principes, les normes, type de schéma, matériel, équipement, numérotation des équipements. Là, on verra beaucoup de choses. Appareil, classification et représentation symbolique, machine tournante, classification et représentation symbolique, tuyauterie. Donc là, ce sont des différents symboles, par exemple pour machine tournante, tuyauterie, ainsi de suite. Pour les instrumentations, on a numérotation des instruments, représentation symbolique, schéma hydraulique conventionnel, symbole de schéma pneumatique conventionnel. Voilà, ça c'est très important. Maintenant, ici s'achève notre première partie. Normalement, je devais mettre deuxième partie ici. Oups, ça a raté au niveau des tables de matière, mais au contenu, vous verrez, on écrit partie D. Et notre partie D, ça concerne la régulation. La régulation. Très important aujourd'hui dans les usines et les industries pétrolières. Comment on peut réguler? L'homme ne prend toujours pas la place. Aujourd'hui, ce sont des capteurs qui voient. Les capteurs voient, mesurent, transmettent et tout. Tout est automatisé par les automates. Par exemple, le capteur, la manométrie. On sait déjà que ça mesure la pression. On a colonne 1, point colonne des liquides. La manométrie, c'est un capteur de pression. Les appareils, désolé, ça c'est différent manomètres. Tube en U, on voit comment le système fonctionne. Tube de Bourdon, membrane, soufflet, capteur électrique. On voit la luminimétrie, mesure des niveaux. Par exemple, on est dans un séparateur. Les niveaux est en train de monter. Vous ne voyez rien. Vous êtes par exemple occupé. Mais s'il y avait par exemple un capteur, les capteurs mesurent les niveaux. Par exemple, à ces capteurs, vous donnez une consigne, ne fais pas ça. Quand on atteint tel niveau, tu fais ça, tu me dis. Par exemple, on est là dans notre bureau ou quelqu'un est dans la salle de contrôle et il voit tout. Il voit les niveaux, mais qui va voir à sa place? Ce sont les capteurs. Capteurs de niveau, luminimétrie, mesure directe, mesure indirecte, pression hydrostatique. Ce sont des méthodes des capteurs flotteurs, où il y a un flotteur à l'intérieur, variation des capacités d'un condensateur. Voilà. Les ultrasoniques, on a la thermométrie, mesure de température, bien sûr, c'est important la température aussi. La température monte, par exemple, dans un compresseur et que vous ne voyez pas ou que vous n'étiez pas là, le compresseur peut s'abîmer. Vous voyez un peu. Donc, il faut à tout moment qu'on contrôle la température. Les thermomètres, les thermocouples,
les principes des types de thermocouple, les schémas de câblage, tout ça, ce sont différents thermomètres. Voilà, chapitre 2, chapitre 1 c'était les capteurs, chapitre 2 transmission. On a transmission pneumatique, transmission électronique, transmission numérique. Ça veut dire quand un capteur voit, il doit transmettre à un ordinateur. Et soit à un ordinateur, par exemple, transmettre transmission numérique ou électronique, mais aussi transmission pneumatique, c'est-à-dire que on voit les niveaux par un flotteur. Un flotteur, il y a une partie mécanique, pneumatique. Bon, mécanique, ça veut dire il y a un mouvement. Et puis, ça pousse à un bouton. Le bouton donne une pression au circuit pneumatique qui part. Et ainsi de suite, ça continue. Ça ouvre, par exemple, une vanne à partir d'un niveau. Là, ce sont des vannes qu'on appelle LCV. Donc, les Level Control Valve. Ça, par exemple, c'est très important. Quand on atteint un niveau quelconque, la vanne s'ouvre. Maintenant, cette transmission-là, comment la vanne va savoir que le niveau monte là-bas? C'est seulement avec la pression. La pression de l'air comprimé. C'est un circuit pneumatique. Ça, c'est un cours réservé aux instrumentistes qui suivent l'instrumentation, mais en tant qu'ingénieur, on doit avoir des connaissances là-bas. Donc, il y a des transmissions électroniques qui arrivent avec des électrovannes, des transmissions numériques, ça arrive dans un ordinateur et puis ça renvoie la consigne dans une automate qui contrôle des vannes ou des je sais pas quoi, après ça continue. Voilà. Et on verra la régulation, comment ça se passe tout ça. Les instruments de mesure, les notions de base, process continu, discontinu. On verra ensemble. Les ES analogiques et binaires, régulation en boucle fermée, régulation manuelle, régulation automatique. On verra le matériel nécessaire, les appareils de mesure, les systèmes de base des microprocesseurs, les organes de réglage, les blocs diagrammes, les performances d'une boucle, les gains d'un élément. Donc là, le cours devient vraiment de la pratique. Les fonctions du régulateur, on voit la vanne des régulations et positionneur, on voit l'introduction, terminologie, on voit le corps de vanne, on voit le chapeau de presse et toupe, on voit les systèmes d'obturation, on voit l'armature, on voit le servomoteur. Là maintenant, on voit la vanne des régulations que je viens d'appeler LCV. C'est une vanne qui régule, qui contrôle. Quand le niveau baisse, elle se ferme. Quand le niveau augmente, elle s'ouvre pour faire passer le contenu de l'unité de la capacité, par exemple. Donc, on a des positions de sécurité. Et là, on verra la terminologie, ça veut dire différentes terminologies, corps de vanne, de la composition de ces vannes, de ces parties, bien sûr, position de sécurité, tout ça, on verra ensemble les sens d'action des différents types de vannes. Vanne simple siège, par exemple pour déclaper, vanne double siège pour déclaper, vanne à cage, vanne rotative, vanne papillon, vanne à boule, vanne à clapet semi-rotatif, par exemple, excentré. Les servomoteurs à membrane, on verra tout ça ensemble. Ça ne sera pas directement, donc chapitre par chapitre, peut-être 2 vidéos par chapitre, ça dépend, 3 même. Servomoteur à piston, commande manuelle, on voit des positionneurs. Ça veut dire les positionneurs, c'est lui qui ferme, qui ouvre, selon la consigne qu'il reçoit, par exemple de l'intérieur, de la capacité, ou par exemple de la pression. Vous voyez. On a l'utilisation, principe de fonctionnement, le sens d'action, on a les caractéristiques des câbles. Chapitre
12, déjà au chapitre 11 de la régulation, on a vu le van des régulations. C'est différent des vannes d'arrêt d'urgence. Par exemple, un feu, on doit fermer. On doit fermer les vannes qui doivent alimenter l'incendie. Et qui va fermer? La vanne elle-même va se fermer. Ce sont des vannes d'arrêt d'urgence, ce sont des vannes de sécurité. Par exemple, les ESDV. Donc, les Emergency Shutdown Valve. Ce sont les différentes sortes de vannes d'arrêt d'urgence. On a une augmentation de pression, ça dépasse la consigne, cac, la vanne se ferme. Donc, toutes ces vannes-là, c'est dans le process industriel. À l'introduction, on verra ces vannes dans des têtes des puits pétroliers ou gaziers. On verra dans des process ces vannes qui sont utilisées. Et voilà, on a fini. On verra donc les temps de réponse, c'est-à-dire quand ça reçoit la consigne et tout. On a les obligations fonctionnelles, les boutons poussoirs, les protections de physique, corps et connexion des vannes, nombre des vannes d'isolement, position de sécurité, vérification des lignes, télémétrie, indication des positions, installation des tests et maintenance. Ça là, on est dans l'industrie, donc c'est normal quand vous voyez que ça passe un peu, c'est normal, vous allez découvrir par vous-même, avec moi bien sûr, au fur et à mesure que nous allons avancer, le cours va vous transporter, vous amener dans une industrie ou dans une usine. Fiabilité des sources d'alimentation, capacité de démarrage, et nous avons des glossaires, ça veut dire des différents termes. Nous avons notion des dimensionnements des vannes, définition du coefficient de débit, et puis nous avons quelques formules à la fin. Voilà. Déjà avec ça, bon, il y aura, pour ceux qui vont atteindre le dernier chapitre, bon, je sais que parmi nous, il y a déjà ceux qui maîtrisent Microsoft Visio. Ça veut dire c'est un DAO, c'est un logiciel de dessin assisté par ordinateur. On peut dire aussi c'est un CAO parce qu'on peut concevoir par assistance ordinateur. Je vais faire maintenant un schéma que je vais vous envoyer et puis je vais dessiner ça avec vous dans une vidéo. Là, ça sera la vidéo bonus. Donc, ça sera le bonus à la fin pour que quand tu as toute cette matière en tête et tu sais dessiner, rien ne peut t'arrêter pour faire un projet avec un dessin, un projet bien conçu, un projet, je sais pas, tout ce que tu as en tête, exprimer ton imagination, parce que tu as de l'imagination réelle et tu sais comment dessiner l'imagination. Tu es au complet. Donc à la fin, on aura cette vidéo bonus qui sort un peu de l'hydraulique, mais qui parle de visio. On va dessiner ensemble un schéma très complexe, mais on va dessiner ensemble et on verra que ça sera facile. Et je vais montrer quelques méthodes et techniques qui vont vous permettre de regarder un process. Ça veut dire on t'amène dans une usine, tu regardes le process et tu sais comment dessiner ces process tel qu'il est et comment interpréter un process. Bon, là ça fait partie du cours, c'est quelque part dans le cours, mais on verra encore ça dans la vidéo bonus. Voilà, nous voilà à la fin de notre vidéo, de notre première séance de vidéo. J'ai dit déjà merci à ceux qui ont été séduits, à ceux qui vont liker et s'abonner. Quand vous vous abonnez, vous nous permettez d'évoluer, ça veut dire vous nous permettez de continuer à
à faire de vidéos. C'est-à-dire, dès la première vidéo, on est capable de voir que le cours est important pour s'abonner et nous permettre de faire la vidéo prochaine. Quand on s'abonne massivement, on a la possibilité aussi de voir d'autres vidéos rapidement. C'est comme ça que ça fonctionne. Voilà, je vous dis merci encore une fois de plus et je vous dis à bientôt pour une première séance dans le contenu du cours. Ça, c'était juste la présentation. Dans le contenu du cours, ça sera vraiment la première séance qui va vous séduire et je sais que vous êtes déjà séduit par tout ce que vous voulez découvrir et que vous êtes impatient de découvrir. Je vous dis à bientôt et bye bye.